Dans un monde où l'identité, les produits, les documents peuvent être dupliqués, détournés, contrefaits, lui, mon invité, développe l'arme ultime contre le faux, la preuve scientifique. Mon invité est Cosimo Prété, fondateur de CST, une deep tech française dont il va nous parler dans quelques instants. Et spoiler, vous allez découvrir un ancien expert de la police scientifique, car il est sur le plateau avec nous. À tout de suite. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Je crois que c'est la première fois que je parle avec un expert de la police scientifique. Pas trop impressionné, ça va? Ça va. Dis-moi, j'aurais été intéressée en fait par savoir comment tu expliques ton métier devant une classe d'élèves de primaire. Écoute, ça va être assez surprenant. J'ai une petite fille de 7 ans et souvent ma petite fille dit que je suis le magicien des couleurs. Le magicien des couleurs, c'est beau ça. Et en Tu fait, nous fais une petite démo? ce que je peux vous faire, c'est une petite démo. En fait, le document que vous voyez là, il est vert sur ma chemise et on va voir qu'il va changer de couleur d'un simple geste, un véritable tour de magie. Et en fait, cette technologie, c'est le premier plastique sécurisé au monde qui permet de protéger les documents d'identité contre la fraude. C'est ce que fait CST, plus concrètement, si tu dois nous à l'expliquer à nous, à grand. Alors, que fait CST exactement? En fait, CST développe des molécules qui changent de couleur en fonction de leur environnement. Et ces molécules, on va les intégrer dans la matière première, en particulier le plastique ou les encres, pour en faire des encres haute sécurité. Pourquoi? Parce que quand on parle de papier d'identité, c'est un abus de langage. Depuis quelques années déjà, votre carte d'identité, par exemple, n'est plus en papier, mais en plastique. Plastique, ouais. Et le papier, on dit tout le temps qu'il est sécurisé un peu à l'image du papier à billet de banque. Et ça fait mieux de dire papier d'identité que plastique d'identité. Oui, ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien. Et donc, du coup, on a créé cette techno qui protège aujourd'hui ou le plastique qui sert à fabriquer votre document, ou alors les encres de sécurité, voire les deux. Alors, comment on passe d'être un expert de la police scientifique à un entrepreneur d'une deep tech à un rayonnement mondial? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic. En fait, il y a de ça quelques années, lorsque j'étais au laboratoire de police, j'ai travaillé sur la conception des documents d'identité, notamment la carte d'identité qui est dans le portefeuille de tous les Français. Et puis il y a eu ce paradigme, ce changement finalement de techno, où on est passé du papier au plastique, et il y a eu une opportunité technique. Il fallait protéger le plastique à l'image du papier, comme le papier à billet de banque par exemple. Et donc j'ai décidé de voler de mes propres ailes, et donc j'ai fondé CST pour Crime Science Technology, qui était un petit clin d'œil aux experts CSI. Et à partir de là, avec mes équipes de chercheurs, spécialisés en chimie de la couleur, on a mis au point la technologie OVM, qui va changer de couleur en fonction de son environnement, pour en faire du plastique sécurisé et des encres de sécurité. Et en parallèle, on a développé d'autres innovations avec un lien technologie toujours autour de la chimie, notamment pour révéler les empreintes digitales. Et sache que j'ai déjà tes empreintes, Solène, mais tu ne le sais pas. Oh là 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 là! Ainsi que celles de toute l'équipe. De toute l'équipe, tu as regardé, t'as toutes les empreintes avant de venir ici. Faut qu'on se tienne à carreau en fait. Ouais. J'espère que t'embarques personne à la fin de cette interview. Et ce qui est très surprenant, les gens pensent que c'est une légende, mais ce n'est pas le cas, c'est que le FBI en personne a publié sur notre techno, il l'utilise pour résoudre des affaires criminelles, mais également d'autres forces de police prestigieuses dans le monde entier. C'est comme ça qu'on a démarré la boîte, avec cette dimension autour d'abord des empreintes digitales, et après on a pivoté progressivement vers la fraude documentaire. Aujourd'hui, au sens propre du terme, notre technologie est aux 4 coins du monde, aussi bien en Allemagne qu'en Mongolie, en Australie, en Éthiopie, voire même aux États-Unis. Je crois que d'ailleurs récemment, tu as eu une petite anecdote avec le président allemand. Alors effectivement, on avait eu le privilège et l'honneur d'accompagner le président Emmanuel Macron en visite d'État à Berlin. Et il était très enthousiaste et aussi fier que moi d'expliquer au président de l'Allemagne que la carte d'identité et le passeport qu'il avait dans son portefeuille étaient sécurisés par une boîte de la French Tech, en particulier la French Tech Clean, qui est particulièrement dynamique autour de cette dynamique de l'innovation, de l'industrie de sécurité et de défense. Petit cocorico à French Tech. Ce que tu développes, on appelle ça la GovTech, parce qu'en fait, toi, tes clients, c'est les États. C'est très juste. Je travaille qu'avec les États. Les États, leurs imprimeries nationales, leurs banques centrales ou alors leurs grands sous-traitants, les grands groupes de l'industrie. C'est un marché hyper concentré. Il y a une dizaine d'acteurs qui se partagent le marché mondial. Et nous, on est véritablement un ovni, puisque je crois qu'on est la seule entreprise de la tech, au sens propre du terme, à faire partie de ce cercle très fermé. Pourquoi? Parce que c'est une industrie de confiance, très difficile à pénétrer. Il faut imaginer, on protège l'identité de centaines de millions de citoyens. Avec un document d'identité, on crée un compte en banque. On peut passer les frontières, on peut acheter des armes, on peut faire des attentats. C'est pas rien. Et finalement,
Une innovation, elle n'a pas besoin d'être spectaculaire pour changer la vie des citoyens au quotidien, parce que ce qui te définit, ainsi toutes les personnes qui sont aujourd'hui à Vivatech, c'est quoi? C'est leur identité avant tout. D'ailleurs, la première chose qu'on te demande quand tu arrives sur le salon, c'est pièce d'identité et ton billet. Ton billet en soi ne suffit pas. Et ils t'ont dit papier d'identité, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit papier d'identité. Moi, j'étais un petit peu frustré, évidemment. Alors toi, tu bosses vraiment sur l'invisible, les pigments, les empreintes, les signatures chimiques. C'est quoi pour toi l'enjeu le plus vital aujourd'hui pour la traçabilité et l'authentification? Je pense qu'il y a un énorme a priori. Rapproche-toi du micro, oui, voilà. Aujourd'hui, on croit que le tout digital, c'est la solution à tout. Ouais. Par sa simplicité, sa scalabilité. Et en fait, intrinsèquement parlant, il y a un paradoxe. Parce que cette scalabilité, elle est aussi vraie pour les faussaires. Et aujourd'hui, on le voit, hein, des ados de 15 ans, des geeks à leur maison avec un petit ordinateur sont capables de hacker n'importe quoi, y compris les systèmes les plus sophistiqués. Je pense qu'il faut réussir à réconcilier les deux mondes. Le monde du digital et le monde du physique. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans cette expression qui a été mise très en avant hier par Nicolas Dufour de l'EPI, mais aussi par Marc Ferracci, hein, le tech in fab finalement. Les deux sont imbriqués. On ne peut pas dire c'est tout digital ou tout physique. Non, il faut réconcilier les deux. Et nous, on s'efforce à travers nos innovations de créer le pont technologique entre l'industrie et le monde de la tech au sens le plus large, qui ne se résume pas qu'au numérique. C'est aussi la robotique, la santé, l'énergie, des secteurs très divers, qui chacun, à leur façon, contribuent à l'économie, mais aussi à la souveraineté de la France. Et je pense que c'est extrêmement important. Justement, cette histoire de souveraineté, on parle beaucoup de souveraineté ces derniers jours à Vivatech, la souveraineté dans les technologies de sécurité. Est-ce que toi, tu peux nous en parler? Qu'est-ce qu'on risque, selon toi, si on ne développe pas nos propres briques en Europe? Je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur déjà sur la notion de souveraineté. Je pense que la souveraineté, elle ne se décrète pas, elle se met en action. Et c'est une action du quotidien. Il faut du courage politique pour la mettre en œuvre. Il faut aussi qu'il y ait une continuité entre la décision politique et l'administration. Et on l'a vécu ces dernières semaines avec beaucoup de difficultés, voire même un peu d'amertume, je pense, pour certains d'entre nous, que finalement, il y a une petite distorsion encore, je pense, entre le discours et les actes. C'est en train de se lisser progressivement, ça prend du temps. La souveraineté, c'est fondamental aussi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui rassemble les citoyens autour de valeurs, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. On pourrait même dire liberté, égalité, fraternité, souveraineté, qui est beaucoup plus générale que liberté, égalité, numérique. Je pense qu'il faut aller au-delà. Au-delà de fédérer par le social, c'est aussi la souveraineté, ça permet de réindustrialiser les territoires. Ça crée de l'emploi. Les industries créent de l'emploi, les start-up industrielles créent de l'emploi. C'est plus de 300 usines créées l'année dernière, si je ne m'abuse. C'est colossal. C'est aussi comment intégrer l'innovation au quotidien pour en faire un impact sociétal extrêmement fort. L'innovation pour l'innovation, ouais, c'est magnifique, c'est beau, mais c'est quoi le retour pour le bien commun? Et décidément, je pense que je suis ancré dans cette notion finalement d'humanisme technologique. C'est exactement le mot que j'avais, humanisme. Donc je crois que ça se ressent en tout cas dans ce que tu nous expliques et dans ton histoire. C'est quoi pour toi l'application qui t'a le plus rendu fier ou le plus surpris? Ce qui m'a le plus rendu fier, je pense, c'est ce qu'ont fait mes grands-parents et les conséquences. En fait, mes grands-parents ont quitté l'Italie après la Seconde Guerre mondiale pour arriver dans les mines de charbon dans le Pas-de-Calais pour travailler. 9 et 11 enfants. Mes parents arrêtent l'école à 13 et à 16 ans. Et en janvier 2024, j'étais avec le président de la République à Davos, en train d'expliquer que ma sécurité protégeait l'identité de centaines de millions de citoyens. Et ça, je pense que c'est extraordinaire parce qu'ils ont eu le courage finalement de se lancer, de traverser les frontières, de démarrer à partir de rien. Et je pense que résolument, la France a tout pour réussir. Et j'en suis un exemple vivant. C'est une très belle histoire et merci de nous partager cette histoire que tout est possible quand on s'en donne aussi les moyens. Merci. Je crois que ça va être... Non, j'ai une petite question. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais dans CST, le C, c'est crime. Tu considères ton travail comme une réponse techno à des menaces criminelles ou comme un rempart industriel? Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que la mission première, tout d'abord d'un fonctionnaire de police. Revenons au fonctionnaire de police, c'est vrai. Et ce que je suis resté, je pense, dans mon ADN, c'est d'être d'abord au service des victimes. Ouais. Et il ne faut pas être que dans la réaction, il faut être proactif. Donc notre technologie elle est à la fois proactive parce qu'elle prémunit contre la fraude, et une fois que c'est enclenché, on s'est donné les moyens finalement de donner des outils nouveaux aux enquêteurs pour investiguer plus rapidement, plus efficacement, réaliser ce qu'on appelle les doubles identifications entre l'empreinte, l'ADN, retrouver l'identité des individus. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui doit guider l'innovation au quotidien, c'est mon impact sociétal dans l'intérêt du bien commun. Et aujourd'hui, on est très fiers de dire aussi que nos innovations, les innovations françaises, voyagent au sens propre du terme aux 4 coins du monde.
parce qu'on a eu le privilège de remettre hier à François Bayrou, le Premier ministre, le premier stand de l'histoire de la philatélie au monde, sécurisé by design, avec une technologie Made in French Tech Lille. Je crois que tu l'as même là, tu peux nous le montrer à l'écran? Je vais vous le montrer. Et en fait, ce timbre, il va vraiment voyager aux quatre coins du monde, avec cette sécurité exceptionnelle, un partenariat entre un industriel de renom, avec un savoir-faire pluriséculaire qui est La Poste, en particulier sa direction Philapost, et une entreprise de la tech. Donc on est vraiment dans le tech in fab, et on voyage puisque c'est un timbre. Donc c'est une très très grande fierté. Et je pense que le Premier ministre ainsi que Clara Chapaz l'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est un beau partenariat qui illustre cette initiative qui était portée par le président Macron dès le début. Finalement, je choisis la French Tech, et je pense que c'est quelque chose de très concret qui se vit au quotidien, et c'est un exemple parmi d'autres. Tu es dans une deep tech industrielle avec une vraie expertise scientifique. C'est quoi pour toi le prochain combat techno qu'on ne voit pas venir, mais sur lequel il faut qu'on se prépare? Alors, le prochain enjeu technologique pour moi, il est autour de la monnaie. Aujourd'hui, quand on a une approche un peu d'intelligence économique, un pays se définit par quoi? Par ses citoyens, son identité au sens large, et par sa monnaie. Il faut être capable de le prendre par les deux bouts et de prévoir des innovations technologiques qui vont être capables finalement de concilier les deux. Un, pour lutter contre la fraude, qui est un véritable fléau. C'est une menace pour les citoyens, mais c'est aussi la fraude sociale, qui coûte des milliards. Mais c'est également prévenir l'avenir autour de la santé, avec des documents d'identité toujours plus efficaces, plus performants, qui sont capables de regrouper finalement... Plus concentrés aussi. Plus concentrés, oui. L'identité, ton identité, mais aussi ta carte de santé, comme certains pays en Europe le font, comme l'Allemagne ou encore le Portugal. Et la monnaie. La monnaie, on pense à tort que tout sera numérique demain. Et un exemple très concret, ce sont les chiffres qui parlent. Chaque année, la production de billets de banque à l'échelle mondiale ne fait qu'augmenter de quelques pourcents. Et en particulier en période de crise et d'inflation. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du billet de banque, qui est très connu dans notre industrie depuis plusieurs décennies. Pour certains pays, c'est culturel d'avoir du cash. Il y a aussi cette zone grise un peu qui est délicate, mais c'est une réalité économique. Il y a même certains pays qui ont laissé volontairement des faux billets de banque circuler dans des intérêts stratégiques économiques. Je ne vais pas nommer explicitement le pays, mais il est très connu. On avait un super billet dont l'authenticité était plus vraie que le billet authentique qui circulait, pour des raisons d'inflation, d'économie. C'est un vrai enjeu stratégique. Et le tout numérique, où on va finalement tracer la moindre action des citoyens, ça c'est une dystopie. C'est pas la vraie vie. C'est pas la réalité industrielle. C'est ton prochain combat, le billet de banque? Le billet de banque, mais aussi tout ce qui touche au secteur de la traçabilité, les vignettes, tabac, alcool, vignettes fiscales, la protection des médicaments, qui est un enjeu de santé global. C'est un enjeu sanitaire extrêmement important. C'est notre prochain défi, parce que je pense que dans l'industrie de l'identité, quand on a fait l'Allemagne et les États-Unis, je pense qu'on n'a plus grand-chose à prouver. On va continuer de scaler, bien évidemment, de se déployer partout. Mais c'est surtout ce nouvel enjeu, ce nouveau challenge qui est important aussi pour les entrepreneurs. Il faut un projet, il faut un challenge, un défi. Je pense que le prochain défi, ce sera le défi du billet de banque. Et on a déjà tissé des partenariats dans ce sens-là avec des industriels très connus du secteur. Tout à l'heure, tu nous as dit ce que tu avais gardé en tant qu'ancien expert de la police scientifique. Qu'est-ce que tu as dû désapprendre en devenant entrepreneur? À tort, j'ai cru penser que l'excellence suffisait en soi pour réussir un projet. Il y a une phrase qui m'a marqué profondément. Un jour, on m'a dit « T'es brillant, mais ça suffira pas pour réussir ». C'était la grande claque. Parce qu'effectivement, j'étais dans l'excellence dans tout ce que je faisais, dans mon parcours, sur le plan entrepreneurial également. Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'un projet réussit? C'est une alchimie entre effectivement un porteur de projet avec des valeurs sincères, idéalement humanistes, une innovation avec un véritable impact sociétal, mais qui soit comprise par toutes et par tous, et aussi cette capacité à fédérer autour de soi, embarquer les gens, partager son enthousiasme, son élan, toujours avec l'intelligence du cœur. Et je pense que ce qui doit définir avant tout un entrepreneur, c'est l'intelligence du cœur dans ses actions, sa sincérité. L'intelligence du cœur, je te propose de passer à une rubrique un peu phare de notre podcast 40 nuances de Next. Imagine que demain, tu prennes la place d'Emmanuel Macron, c'est toi qui l'invites à ta prochaine délégation. Je lance le jingle et on se reparle dans une seconde. Parce que c'est notre projet! Donc imagine, Cosimo, c'est toi qui dis parce que c'est notre projet, tu appelles Emmanuel Macron dans ta prochaine délégation, mais avant ça, tu as le temps de prendre une première mesure. Et ce serait quoi cette première mesure? Je pense que je ferais de la souveraineté nationale une priorité pour la France. Pour fédérer autour des valeurs de la République, parce que je pense qu'il y a une véritable perte des repères aujourd'hui,
Et je ferai évoluer notre devise liberté, égalité, fraternité, souveraineté. Pas comme souveraineté au sens de souverainisme, c'est pas du tout mon approche, c'est souveraineté pour fédérer les citoyens autour d'un socle commun de valeurs, le retranscrire de manière concrète dans les territoires, en créant des sites industriels, en retrouvant une forme d'autonomie stratégique, en soutenant nos entreprises innovantes, le tech in fab, mais le plus en amont possible, parce que finalement la souveraineté, c'est quelque chose qui s'anticipe. Il faut une vision et il faut la rendre concrète, avec des fonds dédiés qui financent des entreprises très en amont, qui font confiance aux entreprises de la tech. Et je mettrai fin à cet adage, nul n'est prophète en son pays, en particulier dans la Startup Nation. Ça, je pense que c'est fondamental. Et à travers finalement cette réindustrialisation, à travers les innovations, c'est des innovations d'usage, c'est recréer de l'emploi, c'est fédérer les gens finalement autour de valeurs communes, et c'est finalement faire rayonner la France, non seulement en Europe, mais à l'échelle internationale, pour qu'elle retrouve véritablement sa place sur l'échiquier, la place qui est la nôtre, celle de l'excellence, un pays fondamentalement humaniste, tourné vers les autres. Ben, en tout cas, je pense que ton programme, là, il donne envie. Tu as des velléités présidentielles ? Présidentielle, je sais pas, mais avec bienveillance, je suis toujours prêt à partager mon parcours à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Ben, en tout cas, c'est pour nous dire qu'il va falloir qu'on mette notre ceinture parce que l'atterrissage est bientôt prévu, mais on a encore le temps de finir cette conversation. J'allais dire qu'on sera ravis de te tendre le micro dans un format plus long, 40 nuances de Next, parce que c'est passionnant et j'ai encore plein de questions, mais je vois que l'atterrissage est proche, donc il faut qu'on avance. Tu nous as parlé de la dernière frontière que tu as franchie hier en offrant ce timbre le plus sécurisé du monde à Premier ministre François Bayrou et à Clara Chapaz, notre ministre du numérique et de l'intelligence artificielle. Quelle est la prochaine frontière qui est le thème de Vivatech cette année que tu t'apprêtes à franchir ? Pro ou perso ? Au mois de septembre, on va inaugurer notre nouveau site industriel ultra sécurisé. Et vous m'excuserez le parallèle, qui sera le nouveau Fornox des Yvelines. Pourquoi ? Parce que ce site industriel ultra sécurisé va pouvoir livrer des banques centrales, des imprimeries nationales. Et donc véritablement être le gardien de la souveraineté de plusieurs dizaines de pays à travers le monde. Et je tenais pour cela à remercier mes associés, mes chercheurs qui m'accompagnent et également mon actionnaire Pascal Cagny à travers son fonds d'investissement C4 Industries qui nous a rejoint très récemment. Je le perçois véritablement comme un mentor qui a une très belle histoire, des valeurs que je partage avec lui en commun, ce dynamisme d'aller de l'avant et aussi le soutien indéfectible de BPI France qui était là dès le début de la création de mon projet, qui continue de m'accompagner, sans qui toute cette aventure ne serait pas possible aujourd'hui. Et je vois sur ta veste le petit E Excellence. Tu fais partie de ce très beau club de BPI France Excellence, qui sont les entrepreneurs les plus prometteurs de l'économie française. Donc tu le portes avec fierté et tu peux en être fier en tout cas, et tu le mérites amplement. Juste avant qu'on se quitte et l'atterrissage, je te propose de décrocher le téléphone qui est devant toi, de le mettre sur ton casque. Et attention. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. Tu peux raccrocher, il nous entend. Est-ce que tu as ces empreintes à Maître Yoda ? Le prochain défi que nous on va affronter, je pense que c'est vraiment ce défi d'aller sécuriser les billets de banque, qui est un marché extraordinaire, véritablement porteur, un marché d'avenir, avec un impact complémentaire, je dirais, de celui du marché de l'identité. Mais c'est aussi continuer de grandir pour faire de CST une véritable ETI. On a pour ambition d'en faire un groupe et de fédérer finalement toutes les briques technologiques de la tech qui touchent à l'industrie de sécurité, en particulier autour de CST. Ça, c'est le projet que je souhaiterais porter avec une vision à 5 ans, je pense, qui me semble raisonnable. Ton ambition et ton rêve pour CST. Et le rêve à titre perso de Cosimo, c'est quoi ? Je pense que déjà, j'ai accompli beaucoup de choses, qu'on m'a beaucoup aidé. Mes proches, je pense, sont tous très fiers du parcours, du chemin qu'on a parcouru. Peut-être que si quelque part, ma famille voit ce que j'ai fait, mes grands-parents en particulier, je leur rendrai ça quand même. Eh ben, merci en tout cas d'être venu à notre micro aujourd'hui au cœur des Vivatech, d'avoir fait ta connaissance. Comme je te disais, c'est la première fois que je parlais à un expert de la police et ce sujet il est passionnant et le magicien des couleurs, je pense qu'on va le garder parce que c'était très poétique pour expliquer ton métier. Merci
beaucoup. Merci beaucoup à vous qui nous suivez en live et en replay. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Feuille Blanche Média parce que ce sera le meilleur moyen de continuer à faire rayonner ces superbes histoires comme celle de Cosimo que vous venez d'entendre. Donc abonnez-vous, partagez, likez, ça nous fera gagner la guerre des algorithmes à défaut de gagner la guerre des étoiles. Allez, à bientôt, bye bye. Feuille blanche. 40 nuances de Next.